Voilà. 75 000 visiteurs l'an dernier, 74 800 exactement. Ce qu'on dit à Ursula, c'est qu'il faut continuer à faire des annonces, ça ne peut pas dire bon. Si jamais pareil les batteries, pareil, partent de l'autre côté. Ça rosse, qui est une espèce de bâtard qui ressemble à un loup, voilà, qui est un épée. Et là, ce qu'il y a eu, c'est les gens pour quelqu'un qui va défendre, c'est que les écolos se sont jetés chez lui, qui ont assisté, donc là c'est mort, en disant que l'idée qu'il voulait tuer tout, c'était un gros salaud, et il était spécialisé dans la défense des animaux. Ça, c'est un vrai sujet. Après, on sort de l'arsenal, les mousquets sont fixés, il y a l'OLP qui révèle ce qui a été dans le code pénal, c'est vrai que ça a été c'est un vrai sujet. Vous avez un vidéo entre 65 et 75. Dès que les touristes arrivent sur le pôle, ils commencent à se balader, ça marche. On ne peut pas envoyer des touristes, c'est pas la même méthode. Il faut effectivement qu'on allège les conditions. Après, on parlait hier, on a la probabilité de taper le coup direct. L'OLP dit 200 heures d'observation moyenne pour voir une fois le coup. C'est un animal qui est hyper intelligent. Et après, il faut qu'il y ait un dispositif qui soit proactif. Le tir de défense simple pour aveugle du vélo, c'est ce qu'il fait. Donc l'éleveur pouvait le mettre dans les solutions, ce qu'il dit que le fait. Quand il a vu les écolos comme chez lui, ouais, c'est une sommation. C'est pour le fait que dès qu'on voit le loup, on fait du bruit, il s'éloigne. Après, il y a le tir de défense renforcé. Alors les conditions, il faut que le loup soit en posture d'aller vers le troupeau. De Charente, voilà. Donc nous on est plutôt moins nombreux dans le sud-ouest parce que c'est le berceau de la race blonde d'Aquitaine. Donc voilà. Donc il y a longtemps qu'on produit des vaches charolaises, on y est très attaché. C'est une race qui valorise bien le système grossier, le système extensif, qu'on connaît très bien dans notre département, les Hautes-Pyrénées, parce qu'il y a beaucoup de zones de montagne et de coteaux. Donc c'est une vache qui valorise bien ça. Donc on l'a gardé, on l'a élevé pour ça. Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes tout à fait au courant de tout ce qui se passe dans le secteur viande, dans l'Europe, dans le Mercosur et tout ça. Donc on est très attaché à produire de la bonne viande. On pense aujourd'hui que de la viande du producteur au consommateur, c'est très bien et qu'il faut que le consommateur il sache ce qu'il a dans l'assiette. Et autrement, c'est très compliqué de lutter contre les autres, mais je pense qu'il ne faut pas lutter contre les autres pays, il faut faire ce qu'on sait faire et ce qu'on sait bien faire.
Donc c'est pour ça que tous les ans on est ici et on a à cœur d'y être et dans d'autres salons. Donc voilà, je vais vous passer la parole pour voir que vous nous disiez un peu de ce que vous pensez de l'élevage français et tout ça. Et voilà, et je ne doute pas que vous nous défendrez bien sur l'Europe et sur d'autres pays, parce qu'on entend tout et rien, et donc c'est mieux d'entendre dans la bouche de ceux qui savent. Je vais être très bref parce que je ne veux pas transformer ça en rassemblement politique, mais merci de votre accueil et on a eu des échanges très chaleureux avec les éleveurs, les agriculteurs. J'étais au salon d'agriculture il y a quelques jours et moi je partage complètement ce que vous venez de dire. On est attaché à notre élevage français, on est attaché à notre agriculture française et européenne. Il faut qu'on la défende. Il faut qu'on la défende, il faut qu'on ait des normes très simples de réciprocité, c'est-à-dire que quand on fait du commerce, vous avez dit, on n'est pas là pour se fermer aux autres, mais si on s'applique des principes, il faut que les autres l'appliquent. C'est pour ça, c'est ce qu'on dit, par exemple, on s'oppose à l'accord avec le Mercosur, sur lequel le gouvernement est mobilisé. On défend nos agriculteurs avec la PAC. On vient de commencer les négociations au niveau européen de la prochaine PAC. Nous, ce qu'on défend, c'est le revenu des agriculteurs avec une PAC ambitieuse, la simplification. L'idée que nos agriculteurs, c'est des entrepreneurs qui prennent des risques, qui s'engagent, qui travaillent, qui sont au plus près de la nature et de l'environnement tous les jours. Et donc, plutôt que de faire de la contrainte, de l'interdiction, il faut faire de l'accompagnement. Et vous savez, c'est ce qu'on a fait passer récemment avec la dernière loi d'orientation agricole qui est passée il y a quelques semaines. L'idée que il ne faut pas interdire quand il n'y a pas d'alternative, qu'on doit accompagner dans l'investissement plutôt que contraindre. Ça, c'est quelque chose auquel je suis très attaché et qu'on porte aussi au niveau européen. Il y a la question du renouvellement des générations aussi qui est priorité. J'en parle très souvent avec les jeunes agriculteurs que j'ai vu aussi présents sur les différents stands, qui est aussi vraiment quelque chose qu'on porte au niveau européen. Fondamentalement, vous savez, on parle beaucoup des questions internationales en ce moment, de la géopolitique. Et quand on parle de souveraineté, la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse produire en France, en Europe, qu'on puisse se nourrir auprès de ceux qui le font, c'est fondamental. On l'a vu pendant le Covid, on le voit aujourd'hui dans les crises géopolitiques. Et c'est pour ça qu'on se bat pour être votre relais, pour vous écouter et puis pour vous protéger au niveau européen. Merci. Rarement me forcer pour aller manger du foie gras. C'était pas une négociation très compliquée. Je suis désolée d'avoir insisté. On est sur l'Escarpe, donc zone sud-ouest. On est 5 000 fermes, 5 000 agriculteurs, 5 000 familles qui ont fait la vie. Aujourd'hui, c'est au minimum 300 permanents, ça fait les 5 000. On réunit les filières territorialisées du département parce que c'est le marque de fabrique de ce département d'avoir des filières. C'est la continuité de ce que je vous disais tout à l'heure entre X-Tech et le Bas des Pyrénées. Voilà, on a territorialisé les filières de façon à les maîtriser, de façon à ce que la valeur ajoutée reste sur ce territoire. Et donc en fait on a des produits qui aujourd'hui ont un développement national, voire international, avec le cordoir de Bigorre, le haricot tarbé, et puis on a des filières plus récentes, certaines un peu en souffrance qu'il faut arriver à sauver, le haricot tarbé. On est en discussion actuellement pour mécaniser la récolte parce qu'aujourd'hui cette filière disparaîtra si on n'arrive pas à mécaniser la récolte. Elle est aujourd'hui manuelle par le cahier des charges. On a rencontré l'INAO pour pousser ce dossier, on a eu un écho favorable, on devrait déboucher. Bon,
mais c'est des longueurs un peu, mais on devrait déboucher. Puis on a des filières qu'il faut encore soutenir ici, comme l'oignon de Trébols, qui est un produit fabuleux, qui a connu des hauts et des bas et qui aujourd'hui a dû repartir un peu de zéro, et notamment en sauvant sa génétique et sa semence. Voilà, donc vous voyez, on part depuis le champ jusqu'à la commercialisation et des dossiers qui parfois même sont européens. Oui, alors parce que le haricot tarbé est un produit qui est sous IG, label rouge et IGP. Dans son cahier des charges écrit il y a plus de 30 ans, la récolte est obligatoirement manuelle. Aujourd'hui, avec le changement climatique, les problèmes de recrutement, les fenêtres météo qui sont de plus en plus étroites, les charges qui augmentent, si on n'arrive pas à mécaniser cette récolte, on perdra le produit. Parce que les producteurs se découragent. Ils arrêtent. Voilà. Ils arrêtent parce qu'ils n'ont pas les jambes pour ramasser. Forcément, comme tout ça est écrit dans le cahier des charges, ce sont des procédures très très longues avec l'INAO. Où on sent parfois même un peu une déconnexion entre ce qui peut être vécu localement et puis ces instances. Et c'est vrai que d'avoir rencontré la directrice et qu'elle prenne conscience directement de la bouche des producteurs de ce qui se passait sur le terrain, sans tout un tas d'échelons entre les deux, mais ça lui a permis de bien prendre conscience et de pousser ce dossier, quoi. Voilà. Pour comment dire, arriver à la mutation de la récolte, elle veut bien entendu analyse organoleptique sur le stock que vous avez, le goût, l'apparence qu'il peut avoir, voilà. Pour ce qui est qualitatif. Il faut prouver que tout ça n'altérera pas la qualité du produit final, ce qui est normal dans un produit de qualité. En 2026, si tout va bien, on pourra aussi la faire pour la partie de label. Mais déjà, c'est un grand pas, quoi. C'est un grand pas. Et on gardera les deux systèmes de récolte. Ce sera au choix des producteurs. Ce sera aussi en fonction des contraintes techniques. On a deux méthodes de culture, une sur filet, une sur maïs. C'est une plante grimpante, le haricot magique qui grimpe sur le maïs ou sur le filet. Sur le filet, la mécanisation paraît d'une évidence assez absolue. Sur le maïs, c'est plus compliqué. Donc on aura certainement une coexistence des deux systèmes, comme ça peut se faire dans des appellations viticoles, où on a des récoltes manuelles et des récoltes mécaniques. Voilà. Direct produit fermier, bienvenue à la ferme, comme on a avant toute l'année. On offre la possibilité aux adhérents de Bienvenue à la ferme de se réunir sur des stands collectifs. On est en épicerie collective. C'est que le client peut acheter à la fois de l'agneau, du porc noir ou du haricot tarbé ou de l'oignon de Trébols. Il paye tout ça de seule caisse. Tout est mutualisé. Il y a une association support qui n'est qu'un véhicule qui s'appelle Saveur du 65 qui met en œuvre. C'est le bouton sur lequel on appuie. Derrière, il y a tous les petits fils qui vont allumer les bonnes lampes et ouvrir les bons tiroirs. Et ça nous permet, en appuyant sur le bouton, de mobiliser 20-30 producteurs quand on les a besoin. Récemment, on a fourni, alors sans rentrer dans la polémique, l'Assemblée nationale, foie gras, pas foie gras, on ne sait pas trop. Au Sénat, on n'était pas sûr que les formations sont tout à fait vraies. Bon, moi je veux le croire et je l'espère. Au Sénat, par exemple, les sénatrices nous disent, voilà, Jean-Luc, on t'appelle, on voudrait manger Haute-Pyrénées pendant une semaine entière dans tous les restaurants du Sénat. Nous, on appuie sur un bouton qui s'appelle Saveur 65, tout se déclenche, une commande pour le cuisinier, une livraison, une facturation, c'est royal, un seul interlocuteur. Donc, ici, nous avons l'exemple type d'un producteur fermier. La ferme du Porcel à Tostate. Alors on part de ce qu'on appelle ici une petite exploitation qui à un moment donné se pose la question de sa rentabilité, fait un peu de vente directe, se met un peu à transformer des cochons. Bon, ça se développe bien. Au moment du Covid, explosion. Explosion, ça a été parmi les premiers à ouvrir le marché à la ferme. Il avait fallu qu'on discute beaucoup avec notre préfet. On a servi de modèle au niveau national de l'époque. Et d'ailleurs, il était venu à la ferme et on avait fait. Et on a un préfet qui a été tellement à l'écoute qui nous a permis d'ouvrir tout ça. Ça s'est passé de façon formidable et tous ces gens ont servi de modèle aux autres après pour ouvrir les marchés à la ferme. Voilà, les chefs du conseil départemental sont heureux de vous proposer cette petite dégustation, petit cannelloni de poule noire d'Astarac Bigorre, champignons de Madeira. Dégustation qui est préparée par le chef cuisinier du collège du département. Le
Vous êtes encore à Victor Hugo. Donc les élèves du collège Victor Hugo sont ceux qui mangent le mieux dans le département parce qu'ils ont ça tous les jours, presque. Un catalogue qualifié, c'est-à-dire qu'on est capable de dire au restaurant ou au chef de cuisine, ce producteur-là, lui, peut te fournir, il est capable de livrer, où il doit son